Nous voyons Hollywood comme un monde de lumière, de caméras et d'action où seuls les plus glamour réussissent. Mais c'est aussi un endroit où des accidents mortels peuvent se produire. Dans cette vidéo, nous racontons les histoires de 5 décès troublants sur des plateaux de tournage, chacun d'eux rappelant les risques liés à la création de la magie du cinéma. Le 20 février 2014, Sarah Jones était assistante caméra, travaillant son premier jour sur le plateau de Midnight Rider, un biopic sur le musicien de rock Gregg Allman. À 27 ans, elle avait travaillé sur plusieurs plateaux, notamment celui de la série télévisée à succès The Vampire Diaries. C'était une personne joyeuse qui ne reculait jamais devant le travail. C'était pour elle l'occasion de collaborer avec des grands noms de l'industrie. Mais Sarah n'a jamais pu terminer son premier jour sur le plateau. Ce jour-là, Sarah est allée travailler en sachant que quelque chose n'allait pas tout à fait. La nuit précédente, elle avait passé du temps au téléphone avec son père, un homme nommé Richard Jones. Au cours de leur conversation, Sarah lui avait confié qu'elle se sentait un peu nerveuse à propos du film. Elle était surprise d'apprendre que le film était à petit budget malgré la présence de grands noms comme l'acteur William Hurt qui jouait Gregg Allman dans le biopic. De plus, Sarah avait fait un commentaire sur le fait que certaines des personnes qui lui posaient des questions étaient censées être ses supérieures et, en tant que telles, devaient en savoir plus qu'elle. Elle trouvait tout cela étrange, mais ce n'était pas suffisant pour la décourager, pas avec son éthique de travail irréprochable. Ainsi, elle est arrivée au travail et a soigneusement suivi les instructions du réalisateur Randall Miller. Il filmait une séquence de rêve près d'un pont en treillis vieux de 110 ans sur la rivière Altamaha dans le comté de Wayne en Géorgie. Le terrain était sauvage et traversé par des rivières. Le casting et l'équipe ont quitté les abords de la rivière et se sont rendus directement sur le pont en treillis. Ils prévoyaient de tourner une séquence de rêve avec William Hurt dans le rôle de Gregg Allman allongé sur un lit d'hôpital en métal lourd sur le pont ferroviaire au-dessus de la rivière. La voie ferrée était encore en service. Et peut-être à l'insu de nombreux membres de l'équipe, la société de chemin de fer CSX avait demandé aux producteurs du film de déménager ailleurs. En d'autres termes, ils filmaient sur le pont sans l'accord ni la connaissance de la compagnie ferroviaire. Comme vous pouvez l'imaginer, les choses pouvaient devenir très dangereuses très rapidement. Avant de commencer à tourner la scène, on a dit à l'équipe qu'en cas d'arrivée d'un train, ils auraient 60 secondes pour dégager les rails. 1 minute, c'est ce qui ferait la différence entre la vie et la mort. En entendant cela, l'équipe est devenue de plus en plus nerveuse. Certains d'entre eux ont formé un cercle de prière. Mais ils ont continué à travailler. Sarah Jones était partout ce jour-là. Elle aidait à charger la pellicule, surveillait les caméras et transportait du matériel coûteux. L'équipe a placé un lit en métal pour 2 personnes et un matelas au milieu des rails. C'était censé être une séquence de rêve intéressante. Au lieu de cela s'est transformé en cauchemar réel. Peu de temps après avoir placé le lit sur les rails, l'équipe a entendu un bruit de plus en plus fort. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu un train de marchandises foncer sur eux, sa locomotive hurlant. 60 secondes, c'est tout le temps qu'ils avaient pour quitter les rails. Mais pour ce faire, ils devaient courir dans la direction d'où venait le train. Le réalisateur, Randall Miller, a crié à tout le monde de courir. Mais Sarah Jones était consciencieuse. Elle se souciait de son travail. Elle s'est arrêtée et a soulevé plusieurs sacs d'équipement sur chaque épaule. Elle a crié en demandant quoi faire du matériel de caméra. Tout le monde lui a crié de laisser tomber et de courir. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe, y compris le réalisateur, ont tenté de retirer le lit en métal des rails, craignant qu'il ne fasse dérailler le train approchant et ne provoque une tragédie. Cependant, leurs efforts étaient vains. Le lit était trop lourd et le train avançait trop vite. Lorsque le train a percuté le lit et le matelas avec une grande force, cela a projeté des débris. Un morceau de ces débris a frappé Sarah Jones, qui tentait de trouver refuge sur la passerelle. L'impact l'a projetée sur les rails, où elle a été percutée par le train, la tuant sur le coup. Seul son corps mutilé était resté sur place. En voyant le corps de Sarah, certains membres de l'équipe ont commencé à crier. Le réalisateur a pleuré. L'équipe était traumatisée, mais elle a aidé à récupérer le corps de Sarah jusqu'à l'arrivée d'une équipe de secouristes. Plusieurs membres de l'équipe ont également été blessés et ont eu besoin de soins médicaux sérieux. Le réalisateur Randall Miller a purgé 2 ans de prison avant de passer en probation pour sa part dans l'accident. Le producteur exécutif du film, Jay Sedrich, a d'abord été condamné à 10 ans de prison, mais sa peine a été réduite à une simple probation sans incarcération. Midnight Rider, le film, n'a jamais été terminé ni sorti. Près de 1000 personnes ont assisté aux funérailles de Sarah Jones. Sa mort tragique a déclenché la campagne Safety for Sarah, une initiative pour une sécurité accrue dans la production cinématographique.
C'était le 21 octobre 2021. Alina Hutchins, une directrice de la photographie âgée de 42 ans, travaillait sur le tournage de Rust, un film western réalisé par Joel Souza avec en vedette le célèbre acteur Alec Baldwin qui était également l'un des producteurs du film. Alina était une directrice de la photographie incroyablement talentueuse, dont l'œil artistique et le style visuel lui avaient permis de travailler sur plusieurs plateaux. Elle était considérée comme quelqu'un capable de gérer toute pression. Alina était ukrainienne et elle avait grandi sur une base militaire soviétique dans l'Arctique, où son père servait dans l'armée soviétique. C'est sur cette base militaire qu'elle s'est d'abord intéressée au cinéma. Elle a étudié à l'Université nationale de Kiev, puis est devenue journaliste travaillant sur des films documentaires. Sa carrière à Hollywood a commencé après sa rencontre avec son mari lors d'un voyage aux États-Unis en 2005. Alina a alors décidé de s'installer aux États-Unis et la suite fait partie de l'histoire. En 2021, le couple avait également un fils de 9 ans. Ce jeudi 21 octobre 2021, Alina était au travail sur le plateau de Rust, près de la Ciénega, au Nouveau-Mexique. Ils allaient filmer une scène de fusillade à l'intérieur d'une église, ce qui pouvait être délicat. Ainsi, l'acteur Alec Baldwin, qui était la vedette de la scène, a décidé de répéter avant le tournage proprement dit. Alina l'assistait pendant qu'il s'exerçait à une technique de dégainage de revolver. Le premier assistant réalisateur, David Hulse, a remis à Baldwin l'arme qu'il allait utiliser pour la scène. Un revolver Pietta Colt 45. En lui remettant, David Hulse a proclamé « Colt Gun », une expression standard qui informait l'équipe que l'arme ne contenait pas de balles réelles. Personne n'avait de raison de croire le contraire. Le plateau comptait aussi un armurier, une femme nommée Hannah Gutiérrez-Reed, qui gérait les armes et veillait à ce que tout soit en ordre et sécurisé. Malgré cela, il y avait déjà eu au moins 2 incidents impliquant les armes auparavant. Et certains membres de l'équipe ne se sentaient pas totalement à l'aise. Alec Baldwin tenait fermement le revolver tout en parlant à Alina Hutchins. Il lui expliquait le processus, montrant à la directrice de la photographie ce qu'il allait faire. « Alors, je suppose que je vais sortir ça, tirer et faire « bang », a dit l'acteur. À peine avait-il prononcé « bang » qu'une balle en plomb, une véritable balle, transperça la poitrine de Alina avant d'aller se loger dans l'épaule du réalisateur Joel Souza. Alina est tombée en arrière. Terrifiée, les membres de l'équipe se sont regroupés autour d'elle. La femme a croisé le regard d'un perchman et a prononcé ces derniers mots « C'était pas bien du tout ». L'acteur Alec Baldwin a crié sous le choc. Alina Hutchins a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle a été déclarée morte quelques heures plus tard. Comment une telle chose pouvait-elle arriver? Et qui en était responsable? Presque un mois après l'incident, le 17 novembre, la script du film a déposé une plainte civile accusant Baldwin de jouer à la roulette russe en pointant un revolver Colt 45 sur Hutchins. Quelques jours plus tard, le 2 décembre, l'acteur s'est exprimé publiquement dans une interview, affirmant qu'il n'avait aucune idée de la façon dont une balle réelle avait pu se retrouver sur le plateau. Le statut de producteur de Baldwin faisait penser à certains qu'il était au moins partiellement responsable du manque de sécurité sur le tournage. La famille de Alina a déposé une plainte pour mort injustifiée en février 2022, pointant le comportement irresponsable et des économies réalisées par Baldwin et d'autres. La famille a annoncé un accord dans leur procès le 5 octobre 2022. En novembre, Baldwin lui-même a poursuivi l'armurière du film, Hannah Gutiérrez-Reed, ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe pour négligence. L'acteur a été officiellement inculpé d'homicide involontaire en janvier 2023 aux côtés de l'armurière du film. Il a plaidé non coupable et les charges contre lui ont été abandonnées au printemps 2023 pour être rétabli avec une nouvelle inculpation d'homicide involontaire en janvier 2024. Il a de nouveau plaidé non coupable. L'armurière du film, Hannah Gutiérrez-Reed, a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 18 mois de prison en mars 2024. Alec Baldwin est programmé pour être jugé le 9 juillet 2024. C'était le 23 juillet 1982, la lune se suspendait bas au-dessus d'Indian Dunes, projetant une lueur fantomatique sur le vaste paysage de Valencia, en Californie. Ce lieu, très prisé des réalisateurs tout au long des années 1980, avait eu son lot d'action, des aventures de MacGyver au drame de China Beach. Mais en cette nuit fatidique, c'était le tournage de Twilight Zone, The Movie, qui transformait ce ranch tranquille en une scène de tragédie indescriptible. Il était tard dans la nuit, mais le plateau était rempli de membres de l'équipe. John Landis, 31 ans, qui avait précédemment réalisé Animal House et Un loup-garou américain à Londres, dirigeait son film avec sa poigne habituelle. La scène nocturne exigeait
que l'acteur Vic Morrow porte deux jeunes enfants, Mika Dingerlo, 7 ans, et René Shin-Yi-Chen, 6 ans, hors d'un village dévasté par la guerre et à travers une rivière peu profonde. À 53 ans, Vic Morrow était déjà un acteur chevronné, avec une filmographie impressionnante. Les enfants, en revanche, n'étaient pas des acteurs. En fait, ils n'étaient même pas censés être sur le plateau. Landis, le réalisateur du film, violait les lois californiennes sur le travail des enfants en ayant Mika et René là sans les permis requis, les faisant tourner à une heure si tardive. C'était également la raison pour laquelle Mika et René étaient payés en cachette. La scène allait être violente. Le scénario exigeait de l'intensité, avec des explosions et un hélicoptère en vol stationnaire ajoutant au chaos. Vic Morrow jouait le rôle de Bill Connor, un homme transporté dans le temps jusqu'à la guerre du Vietnam, où il devenait un Vietnamien essayant désespérément de protéger deux enfants des soldats américains. L'hélicoptère, piloté par Dorsey Wingo, un vétéran de la guerre du Vietnam, était un élément clé pour créer un sentiment de danger et d'urgence. Et il allait pleuvoir des grandes explosions. Malgré le fait que les parents des enfants n'étaient pas au courant de ce détail non négligeable. En vol stationnaire à environ 7 mètres du sol, l'hélicoptère se positionna. Morrow, tenant les enfants dans ses bras, devait traverser la rivière de manière héroïque. Le village factice derrière les acteurs éclata en flammes contrôlées et Morrow commença à se frayer un chemin à travers la rivière, portant les deux petits-enfants dans ses bras. C'était censé être un moment de génie cinématographique, mais à la place, cela devint un cauchemar. Alors que Wingo manœuvrait l'hélicoptère, un gros effet de mortier explosa en dessous, envoyant des débris et un couvercle métallique s'écraser sur le rotor de queue. Le rotor, crucial pour stabiliser l'appareil, se brisa sous l'impact. Le pilote, terrifié mais nouveau dans le métier, ne voulait pas interrompre le tournage. Il bougea à peine alors que l'hélicoptère commençait à tourner hors de contrôle. Vic Morrow aurait cru qu'il allait mourir dans un crash d'hélicoptère. En bas, l'acteur venait de lâcher René. Mika était encore dans ses bras lorsque l'hélicoptère, devenu incontrôlable, plongea vers eux. Les pales principales frappèrent Morrow et Mika, les découpant. René fut écrasé par le patin droit de l'hélicoptère. En un instant, les 3 vies furent éteintes. Le chaos et le bruit du plateau furent remplacés par un silence étrange, alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à l'équipe sous le choc. Puis la mère de René commença à crier, brisant ce terrible sort. Une véritable tragédie se déroulait sous leurs yeux. Le pilote survécut miraculeusement. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux juste avant l'aube. Les conséquences furent un tourbillon d'enquêtes et de procès. Lors du procès, il fut révélé que le pilote, en voyant les explosions, avait tenté de s'en éloigner mais avait totalement perdu le contrôle. Le directeur de production, Dan Allingham, avait senti le danger et demandé une pause, mais le réalisateur John Landis insista pour que l'hélicoptère descende de plus en plus bas. Stephen Lydecker, un autre opérateur de caméra, témoigna de l'attitude désinvolte de Landis face au risque de la cascade. Il raconta une remarque glaçante faite par Landis. « On pourrait perdre l'hélicoptère ». Lydecker, comme beaucoup d'autres, croyait que l'attitude négligente de Landis était responsable de la tragédie. Les batailles judiciaires durèrent plus d'une décennie. Landis, ainsi que 4 autres personnes, furent accusés d'homicide involontaire mais furent finalement acquittés. Dans une interview de 1996, Landis déclara que la tragédie le hantait chaque jour et avait eu un impact énorme sur sa carrière. Le 30 mars 1993, Brandon Lee tournait l'une de ses dernières scènes en tant qu'Eric Draven, le personnage principal de The Crow. À 28 ans, Brandon était une étoile montante et l'héritier d'un immense héritage. Il était le fils du légendaire acteur Bruce Lee. Brandon avait hérité non seulement des prouesses martiales de son père, mais aussi de sa présence magnétique à l'écran. The Crow, un thriller surnaturel sombre et mélancolique, devait être son rôle révélateur, le film qui le propulserait vers la célébrité. Mais le destin avait un plan différent, tragique. Ce soir-là, Brandon se préparait à tourner une scène où son personnage, Eric Draven, est brutalement assassiné par une bande de voyous. La scène était intense, exigeante et remplie d'émotions brutes. La veille, en parlant à sa mère au téléphone, Brandon lui avait confié qu'il était heureux de tourner sa dernière scène impliquant des armes. Il était prêt pour quelque chose de nouveau et se réjouissait de son prochain projet. Alors que les caméras tournaient ce mardi 30 mars 1993, le personnage de Brandon, Eric Draven, entrait dans son appartement pour découvrir sa fiancée en train de se faire agresser. Dans le chaos, un voyou joué par Michael Massey pointa un revolver Smith & Wesson modèle 6.2 9.44 Magnum sur Brandon et appuya sur la gâchette exactement comme prévu par la scène. Plus tôt, l'arme avait été chargée avec des cartouches
factices, de vraies cartouches avec la poudre retirée, laissant l'amorce intacte. Ces cartouches étaient conçues pour paraître réelles à l'écran sans poser de danger. Cependant, l'équipe avait négligé une étape cruciale, retirer l'amorce. Lors d'une scène précédente, une de ces cartouches avait été tirée. Et bien qu'elle n'ait pas de charge de poudre, l'énergie de l'amorce fut suffisante pour coincer la balle à mi-chemin dans le canon, créant une situation extrêmement dangereuse. Pour la scène fatidique, les cartouches factices furent remplacées par des cartouches à blanc conçues pour produire le son et l'éclair d'un coup de feu sans projectile. Mais la balle coincée était toujours dans le canon, non détectée par l'équipe. Lorsque le tournage commença, l'armurier du film était déjà parti pour la journée, pensant que tout allait bien, mais tout n'allait pas bien. Lorsque Massey tira la cartouche à blanc, la force propulsa la balle coincée en avant, frappant Brandon à l'abdomen avec presque la même force qu'une balle réelle. La balle traversa Brandon. Il n'y eut pas de sang lorsqu'il tomba. En fait, lorsque le réalisateur cria « Coupé !» et que Brandon resta au sol, tout le monde supposa qu'il faisait une blague. Brandon était connu pour son sens de l'humour, donc une farce n'était pas hors de question. Mais il resta au sol, immobile. Jeff Imada, un autre acteur et ami, se précipita pour vérifier Brandon et réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas du tout. Brandon Lee était inconscient et luttait pour respirer. Un médecin fut appelé. Au début, l'homme secoua Brandon, pensant peut-être que l'acteur s'était cogné la tête en tombant. Encore une fois, il n'y avait pas de saignement visible, et le pouls de Brandon était régulier, du moins au début. Son pouls a par la suite ralenti avant de s'arrêter. La cruelle réalité s'installa et Brandon fut transporté d'urgence au New Hanover Regional Medical Center. Après 6 heures de chirurgie, Brandon Lee mourut dans les premières heures du mercredi 31 mars 1993. Le tir fut considéré comme un accident dû à la négligence. Brandon fut enterré aux côtés de son père au cimetière de Lakeview à Seattle dans l'État de Washington. À la suite de la tragédie, la mère de Brandon, Linda Lee Cadwell, intenta un procès contre les réalisateurs. Le procès se solda par un règlement à l'amiable. The Crow fut finalement sorti et est aujourd'hui considéré comme un film culte avec une base de fans dévoués. Le 24 septembre 2007, Conway Wycliffe, un technicien en effets spéciaux né en Nouvelle-Zélande, travaillait sur le tournage de The Dark Knight de Christopher Nolan. Conway avait 41 ans et une carrière impressionnante derrière lui, ayant travaillé sur des superproductions comme Batman Begins, Les Fils de l'Homme et Casino Royale. Sa passion pour son métier l'avait conduit à travers le monde pour travailler sur certains des plus grands blockbusters de son époque. Et maintenant, il était à Chertsey, dans le Surrey, prêt à apporter sa contribution à ce qui deviendrait l'un des films les plus populaires de la fin des années 2000. Ce jour-là, Conway était penché par la fenêtre d'un Nissan 4x4, tourné vers l'arrière pour capturer le plan parfait de la voiture cascadeuse. Le véhicule dans lequel il se trouvait était conduit par un homme nommé Bruce Monroe Armstrong. Le plan était simple. Filmer la Batmobile alors qu'elle roulait parallèlement à leur véhicule, capturant l'intensité et les pics du moment. Alors qu'ils approchaient d'un virage, la situation prit une tournure tragique. Le Nissan dévia légèrement de sa trajectoire, heurta un talus avant de percuter un arbre. L'impact, bien qu'à une vitesse relativement faible d'environ 30 km/h, fut suffisamment violent pour causer des dégâts catastrophiques. Conway ne portait pas sa ceinture de sécurité. Pire encore, sa tête était penchée par la fenêtre ouverte au moment de l'impact. Sa tête fut écrasée entre l'arbre et la voiture. Ses blessures furent fatales. Son collègue, Ian Mitchell, regarda avec horreur le 4x4 rater le virage vers la route de service et continuer sur l'herbe pour finalement heurter l'arbre. Il se précipita pour trouver Conway dans un état désespéré et des appels à un médecin furent immédiatement lancés, résonnant sur tout le plateau. Conway fut déclaré mort sur place. Christopher Corbould, le superviseur des effets spéciaux, fut soumis à un examen minutieux à la suite de l'incident, mais un tribunal conclut finalement que la mort de Conway était accidentelle. En mémoire de Conway Wycliffe, les crédits finaux de The Dark Knight rendent hommage en ces termes, en mémoire de nos amis Heath Ledger et Conway Wycliffe, un rappel poignant de la ligne fragile entre la vie et l'art.